En 1804, dans un monde encore dominé par les puissances européennes, un petit pays des Caraïbes ose l'impensable. Sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, Haïti proclame son indépendance et se dote d'un empire, un État noir, organisé, capable de gouverner et de se défendre seul. Ce n'est pas seulement une victoire politique, c'est un tournant historique. La preuve que la souveraineté noire peut exister, se structurer et s'imposer face aux empires du monde. Ainsi naît l'Empire d'Haïti, le premier État noir indépendant du monde moderne, symbole de dignité, d'unité et de puissance retrouvée. En octobre 1804, Haïti entre dans une ère nouvelle. Sous l'autorité de Jean-Jacques Dessalines, les chefs militaires, les gouverneurs et les représentants de la jeune nation se réunissent à Port-au-Prince. Ils proclament solennellement Jean-Jacques Dessalines empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Ce n'est pas une proclamation symbolique, mais un acte fondateur. Dessalines veut doter le pays d'une autorité stable, d'un pouvoir fort et d'une image capable d'imposer le respect à l'étranger. Il ne cherche pas à reproduire les modèles européens. Il veut créer un empire noir moderne, organisé, discipliné et souverain. Le 6 décembre 1804, la cérémonie du couronnement a lieu au Cap-Haïtien, dans une atmosphère de ferveur et de grandeur. Les troupes sont alignées, les bannières nationales s'élèvent et l'ordre règne. Dessalines prête serment devant son armée et ses officiers, défendre la liberté du territoire, garantir la stabilité du gouvernement et protéger la dignité du peuple. Ce jour-là, l'Empire d'Haïti devient réalité. Très vite, le pouvoir impérial prend forme. Il organise les institutions, consolide l'armée et encadre les provinces. Les communications, les ports et les routes sont réorganisés pour renforcer le contrôle de l'État. Tout dans la politique de Jacques Ier vise à bâtir un pays solide, capable de durer. La Constitution du 20 mai 1805 vient confirmer cette vision. Elle définit l'empereur comme garant de la souveraineté nationale et de l'ordre civil. Elle affirme l'unité du territoire et le droit absolu de l'État sur ses ressources. Son ton est clair. Haïti ne sera jamais un État fragile ni dépendant. Ce texte donne au pays une structure cohérente, centralisée et visionnaire qui place la stabilité avant tout. Le drapeau noir et rouge devient le symbole de cette unité nouvelle. Dans les villes, les places et les casernes, il flotte comme une promesse de souveraineté et de rupture avec l'ancien monde. L'armée impériale, disciplinée et respectée, incarne la force du pays. Dessalines, lui, agit en stratège. Il sait que la survie d'Haïti dépend de sa capacité à se faire respecter comme puissant. Son empire n'est pas celui d'un conquérant, c'est celui d'un bâtisseur. En quelques mois, l'Empire d'Haïti s'impose comme la première monarchie noire moderne du monde. Un État organisé, souverain et fier, gouverné par un chef qui incarne la stabilité et la dignité de tout un peuple. Sous Jacques Ier, Haïti n'est plus un territoire isolé, c'est une nation impériale déterminée à se tenir à la hauteur des grands empires de son temps. Dès son couronnement, Jacques Ier comprend qu'il ne suffit pas d'avoir fondé un empire, il faut désormais le faire durer. Sa priorité n'est pas la gloire, mais la stabilité. Il veut un État solide, ordonné, capable de protéger sa souveraineté dans un monde encore dominé par les puissances européennes. Dans ses premières décisions, on perçoit clairement sa vision. Dessalines veut unir un territoire profondément divisé par les anciennes rivalités internes et les différences régionales. Il impose une administration stricte, renforce l'autorité centrale et veille à ce que chaque commandant de province obéisse à une seule voix, la sienne. Il ne tolère ni désordre, ni faction, ni retour à l'indépendance locale. Pour lui, l'unité du pays passe avant tout. Dans son esprit, l'empire n'est pas un luxe, c'est une nécessité politique.
Dessalines sait qu'une république fragile pourrait facilement être infiltrée, manipulée ou renversée. Un empire, en revanche, incarne la continuité et la discipline. C'est un bouclier face aux ambitions étrangères et une manière d'imposer le respect. Sous son autorité, le travail reprend dans tout le pays. Les ports sont surveillés, les routes réparées, les villes réorganisées. Dessalines encourage la production agricole car il veut qu'Haïti vive de ses propres ressources sans dépendre de personne. Il promeut une économie fondée sur l'autonomie et l'effort collectif. Persuadé que la richesse d'un État repose sur la rigueur et la production, pas sur les privilèges. Sa politique est dure, parfois autoritaire, mais cohérente. Elle vise à transformer un territoire meurtri en une nation disciplinée. Il sait que l'indépendance n'a de sens que si elle s'accompagne de prospérité et de respect. Il gouverne avec fermeté, conscient que le monde observe, souvent avec méfiance, cette monarchie noire qui se dresse face aux empires européens. Dans les proclamations impériales, une idée revient sans cesse, la dignité nationale. Dessalines parle d'un peuple capable de s'administrer, de se défendre et de se gouverner lui-même. Pour lui, la souveraineté n'est pas un mot, c'est une attitude, une discipline collective. Il veut que chaque citoyen d'Haïti, qu'il soit soldat, cultivateur ou fonctionnaire, se sente responsable du destin de la nation. Sous son règne, l'ordre devient la première loi. Il ne cherche pas à être aimé, mais à être respecté, parce qu'il sait qu'à l'extérieur, aucune puissance n'attend la réussite d'un État noir indépendant. Alors il choisit la rigueur, la force et la grandeur, convaincu que c'est le seul langage que le monde comprendra. L'Empire d'Haïti à peine né porte déjà le poids de son ambition. L'autorité de Jacques Ier est incontestable, mais elle repose sur un équilibre fragile. Le pays sort d'années de guerre, les provinces sont épuisées, les généraux ambitieux et la population encore marquée par la discipline militaire que le souverain maintient dans tout le territoire. Dessalines veut un État fort, capable de tenir tête à l'Europe et ne tolère aucune forme d'indiscipline. Cette fermeté, qu'il considère indispensable à la survie d'Haïti, est perçue par certains comme de la dureté, voire de la tyrannie. Dans les provinces, les anciens compagnons d'armes deviennent ses administrateurs, mais ces hommes qui ont connu Dessalines comme général peinent à accepter son autorité impériale. Les décisions se prennent désormais au sommet, sans consultation, et l'empereur surveille tout, les armées, les ports, les récoltes, les intendants. Certaines sources évoquent des punitions sévères contre les officiers accusés de corruption ou de trahison. Des actes que Dessalines justifie par la nécessité de protéger l'État. Le climat devient lourd, les rivalités entre officiers noirs et élites mulâtres s'intensifient, particulièrement dans le sud où certains accusent le pouvoir impérial de favoritisme, d'autres, au contraire, reprochent aux élites de vouloir reprendre les privilèges d'autrefois. Dessalines tente de maintenir l'équilibre, mais la méfiance s'installe. Sa vigilance se transforme en isolement. Et sur le plan économique, les difficultés s'aggravent. Les productions de plantations baissent, les circuits commerciaux se fragilisent et l'encadrement militaire de la main-d'œuvre suscite des résistances. L'empereur veut relancer le pays par le travail collectif, mais beaucoup y voient une contrainte excessive. Les réformes avancent lentement et la fatigue sociale grandit. Pendant ce temps, deux figures se détachent. Henri Christophe, fidèle mais ambitieux, commande le Nord avec discipline. Et Alexandre Pétion, respecté dans le Sud, prône un pouvoir civil et plus libéral. Entre eux et l'empereur, la confiance s'effrite. Les désaccords politiques se doublent d'intérêts personnels. La tension devient insoutenable. Le 17 octobre 1806, alors qu'il se rend de Saint-Marc vers Port-au-Prince, Dessalines est attaqué à Pont-Rouge, près de la capitale. Les récits divergent. Certains affirment qu'il s'agit d'une embuscade planifiée, d'autres parlent d'un incident politique dégénéré. Son corps, selon plusieurs témoins, aurait été mutilé et exposé publiquement, symbole tragique d'un pouvoir renversé. Sa mort provoque un choc immense. L'empire qu'il avait voulu fort s'effondre aussitôt. Au nord, Henri Christophe prend le contrôle et instaurera plus tard son royaume du Nord. Au sud, Alexandre Pétion
fonde une république inspirée des idéaux civils et libéraux. Deux Haïti, deux visions, l'une fondée sur la discipline et l'autre sur la liberté. Le rêve impérial de Dessalines s'achève dans la division, mais son héritage dépasse les frontières du temps. Il reste celui qui a tenté de bâtir un État noir fort, stable et souverain, capable d'affirmer sa dignité face au monde. Son empire n'aura duré que 2 ans, mais son idée, celle d'une indépendance protégée par l'unité et la puissance, survivra dans les mémoires de toute une nation. Dessalines n'a pas seulement fondé un empire, il a prouvé que la souveraineté noire pouvait exister, s'organiser et se défendre. Et même si son trône s'est brisé, son nom demeure le symbole d'un idéal que rien, pas même la mort, n'a pu effacer. Après la mort de Jacques Ier, Haïti entre dans une période d'incertitude. L'empire s'est effondré, mais l'ombre de Dessalines continue de dominer la conscience du pays. Son nom inspire autant de peur que de respect. Certains le voient comme un dirigeant trop autoritaire, d'autres comme un fondateur trahi par ses proches. Mais tous reconnaissent qu'il avait voulu faire d'Haïti bien plus qu'un refuge, un État noir digne et moderne. Dans le Nord, Henri Christophe, ancien général de Dessalines, reprend son modèle. Il fonde le royaume d'Haïti en 1811 avec sa propre noblesse, ses lois et son code moral. Lui aussi croit que seule la discipline peut préserver l'indépendance. Sa monarchie reprend les symboles de l'Empire, tels que la hiérarchie, l'ordre et la centralisation. Mais Christophe, plus instruit et influencé par les Lumières, tente d'associer autorité et éducation. Il crée des écoles, fait bâtir la citadelle La Ferrière et le palais Sans Souci, dédiés à la souveraineté haïtienne. Ces forteresses sont la traduction concrète de l'idée de Dessalines, une liberté qui se protège. Au sud, Alexandre Pétion prend un autre chemin. Son républicanisme s'oppose à la monarchie, mais son idéal de dignité nationale reste hérité de l'empereur. Sous sa présidence, Haïti devient le refuge de peuples noirs persécutés. Il offre un asile à d'anciens esclaves, soutient les luttes d'indépendance latino-américaines et aide Simon Bolivar à libérer le continent sud-américain. Ainsi, même dans la division, l'esprit de Dessalines, celui de la souveraineté noire, continue de rayonner. Son image, d'abord controversée, devient un symbole d'unité. Certains le vénèrent comme un père de la nation, d'autres le décrivent comme un stratège visionnaire ou le gardien éternel de l'indépendance haïtienne. Au-delà d'Haïti, sa pensée inspire le monde noir. Au XXe siècle, des figures comme Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah ou Aimé Césaire évoquent la nécessité d'une souveraineté haïtienne fondée sur la fierté et la connaissance de soi, une idée que Dessalines avait déjà incarnée. Pour eux, il n'était pas seulement un chef militaire, mais le premier symbole d'une Afrique libre en dehors du continent. Aujourd'hui encore, son héritage se lit dans les rues, dans les monuments et dans la mémoire populaire. À chaque 17 octobre, Haïti commémore sa mort. L'Empire s'est éteint, mais l'idée, elle, ne mourra jamais. Parce qu'à travers Jean-Jacques Dessalines, Haïti a prouvé au monde que la souveraineté noire n'était pas un rêve, mais une réalité conquise au prix du sang et portée à jamais dans le cœur de ceux qui refusent de s'incliner.